Au terme de l'expédition Inkari 2010, nous avons quitté Thierry Jamin et son équipe dans la vallée de Laco. Nous les retrouvons à Cusco, devant la statue de l'empereur Pachacutec, pour la préparation de la campagne Inkari 2011. L'administration péruvienne, très tatillonne pour tout ce qui touche les recherches archéologiques, nous accorde les autorisations dûment tamponnées et revêtues des signatures officielles. Il faut encore se présenter aux responsables de la communauté de Timpia pour obtenir l'aval du chef. Du port d'Ibuchité, situé à 15 heures de route de Cusco, Thierry et une équipe restreinte embarquent sur un peke-peke à destination de Timpia. Après plusieurs heures de navigation, le Pongo de Maniqué est franchi, Timpia atteint, l'autorisation accordée. Un dernier arrêt sur le chemin du retour permet d'étudier de magnifiques pétroglyphes. Gravés sur 6 blocs de rochers polis, ils attestent du passage des Incas dans la seconde moitié du XVIe siècle. Le départ de l'expédition Inkari 2011 est donné par Christophe Dubois, président de SED Logistique. Et au nom de tout l'Institut Inkari, je voudrais remercier SED Logistique et Christophe Dubois. Pour remercier toute l'association Inkari. Bien entendu, SED Logistique s'associe à ce grand projet qui nous dépasse tous. Et je suis convaincu que vous allez forcément trouver des éléments en tout cas probants. Donc c'est tout le bien que je souhaite à l'expédition Inkari que tu mènes et à laquelle tu associes toutes ces belles énergies. Et on est très fiers de vous accompagner encore une fois dans cette aventure humaine. Un long périple sur des routes souvent inhospitalières attend Thierry et son équipe. Après 2 jours et 2 nuits de piste, nous sommes rejoints par les équipes de porteurs et la logistique qui nous ont précédés. Une journée de repos s'impose. Elle permet entre autres de faire les dernières mises au point et d'affiner l'itinéraire vers la réserve de Megontoni jusqu'à une zone blanche inexplorée à ce jour. À la veille du grand départ, comme de coutume, nous nous mettons sous la protection de la Pachamama. On est mercredi matin, il pleut un petit peu, le temps est un petit peu couvert et c'est pas plus mal, comme ça le soleil ne va pas nous tuer pendant toute la journée. Donc on va commencer à monter, à gravir la montagne qui doit nous conduire jusqu'au Rio Cusirini que nous devrions atteindre dans 2 ou 3 jours. Voilà. Et jusqu'au camp de base, c'est 6 ou 7 jours sans doute. Ça va pas être de la tarte parce qu'on a beaucoup de logistique, on est une vingtaine et c'est malheureusement pas suffisant. Un chaos rocheux attire l'attention de Thierry. Ces grandes dalles de pierre recèleraient-elles un mystérieux édifice?
Hélas, la nature se fait parfois l'égale de l'homme dans l'ordonnancement de son décor et peut donner de fausses joies. Les premières difficultés apparaissent dès les premiers kilomètres et augurent des difficultés de la progression à travers la forêt. La progression à travers la forêt est de plus en plus éprouvante et la fatigue commence à se lire sur les visages. Et ensuite on va voir si on continue encore un petit peu selon Mathias, parce qu'il y a une petite pampa là, on va voir si on met les tentes en haut ou si on les met là. D'accord. Avec le cours de Rio. Le soleil décline rapidement et il est temps d'organiser le campement pour la nuit à venir, se restaurer et faire un point pour vérifier l'itinéraire vers le Rio Cuserini qui devrait être atteint dans quelques jours. Demain, 8 heures d'ascension nous attendent en direction de la mystérieuse zone blanche. Alors on est jeudi 28, on est en train de remonter le camp et on va continuer vers la fameuse zone blanche. On va passer la journée à grimper en fait sur 7 ou 8 km et on va essayer de s'approcher le plus possible du Rio Cuserini qu'on devrait atteindre demain, peut-être après-demain. Une heureuse surprise attend les explorateurs. La mise à jour d'un chemin de pierre et de ses murs de contention dans un étonnant état de conservation. Un chemin Inca, peut-être le chemin qui nous mènera sur la route de la cité perdue. Thierry effectue un relevé topographique et consigne les informations données par le GPS qui compléteront la cartographie de la région. On prend les points GPS parce qu'on est dans une zone encore inconnue, et donc tous les points archéologiques possibles, on les enregistre pour pouvoir ensuite travailler sur l'histoire de la région. Là on est 100 mètres plus loin du site précédent qui paraissait être un mur de contention à côté d'un chemin Inca et on tombe sur des parois nettement plus artificielles, donc on est à peu près sûr qu'il s'agit d'un chemin Inca. D'ailleurs Félix nous l'a confirmé, il y aurait deux chemins, il y a un chemin qui passe en haut et un autre chemin qui passe un petit peu plus vers le bas. Voilà. Donc ce sont des indices qui sont vraiment très intéressants parce qu'ils se dirigent tous vers le nord et vers la zone de Megantoni, justement là où on va rechercher notre cité perdue. Bueno, nos encontramos en esta parte de avance del grupo de expedición y estamos con dirección hacia el norte. Bueno, hoy día debemos dominar la parte alta, que es la cumbre. Les difficultés s'accumulent pour l'expédition. Nous sommes bien dans l'enfer vert. À 2500 mètres d'altitude et avec un degré hydrométrique de 100%, chaque pas est de plus en plus pénible. Heureusement, le sommet n'est pas loin. Donc comme vient d'indiquer Thierry, nous progressons depuis plusieurs heures. Nous sommes vraiment essoufflés parce que là nous sommes vraiment dans un écosystème qui est digne de la forêt amazonienne primaire. C'est extrêmement difficile. Comme il a plu cette nuit, il y a une forte condensation qui se dégage. On transpire énormément et nous avons hâte d'arriver au sommet qui se trouvera apparemment à 30-40 mètres, donc à peu près une bonne heure de marche encore. Mais arrivé à ce sommet, donc nous allons voir un panorama absolument magnifique. On s'enfonce complètement, la végétation est d'environ 2 ou 3 mètres composée uniquement de racines et de feuilles en décomposition. Donc c'est très compliqué de se déplacer. Voilà, on est archi crevé. On devrait arriver dans pas très longtemps à la Cumbre.
Ça fait 2 bonnes heures qu'on se fait des fausses joies. On pense arriver et puis il y a encore une montée, puis encore une, et puis encore une. On croirait que ça va jamais en finir. Le jour commence à se terminer. Tout va se passer bien et qu'on va trouver de l'eau encore une fois ce soir. Au terme de 5 jours de marche épuisante, l'équipe installe à la nuit tombante son dernier bivouac avant d'atteindre le rio Cuserini. Les porteurs, qui terminent leur 2e rotation de la journée, arrivent au milieu de la nuit au grand soulagement de tous. Donc on continue vers le rio Cuserini et dans 2 jours, peut-être 3, on devrait atteindre la zone de la chacra du père de Mathias, où l'on nous a signalé les premières ruines que l'on va aller enregistrer. On nous parle de routes avec des pierres comme à Sacsayhuaman, des maisons, des édifices comme on a peut-être rencontré nous-mêmes à Laco, on va le vérifier. On nous a parlé d'une montagne avec une croix mystérieuse et puis de beaucoup d'autres choses que l'on va aller vérifier avant de prendre la route vers le camp de base dans la zone du rio Ticumpiña avec Mathias, où l'on pense, si nous avons la chance, où l'on pense trouver la cité principale. Voilà, et peut-être. L'expédition Inkari 2011, d'une rare intensité et particulièrement éprouvante pour tous ses membres, n'aura pas été celle de la grande découverte. Mais nous savons que le chemin est tracé et tout indique que Thierry et son équipe sont sur la bonne voie. Le calendrier imposé par les autorités, la grande fatigue des explorateurs et des porteurs n'ont pas permis de progresser comme souhaité. Du temps, des moyens techniques et humains plus importants nous permettront sans aucun doute de découvrir la cité perdue, Paititi.